Bruno Dalla Porta, vous êtes candidat au présidentiel de mai 2022. Vous êtes médecin, c'est ça votre originalité. Vous êtes spécialiste de l'éthique médicale, néphrologue aussi, et vous travaillez à la Fondation Santé des étudiants de France, une institution spécialisée dans la prise en charge des adolescents. Puis-je vous demander ce que vous pensez du dernier rapport du GIEC? Bonjour, merci de me recevoir. Effectivement, le dernier rapport du GIEC a fuité, c'est le rapport 2022, et en fait, les résultats sont catastrophiques. On est déjà à 1,2 degré. Il ne fallait surtout pas dépasser les 1,5 degrés, et en fait, en 2040, on est à plus 2 degrés. Donc c'est une catastrophe, et on le voit déjà, il a fait 50 degrés au Canada, en Chine, il a plu en une journée autant qu'à Paris en un an. Et puis, il n'y a pas que le climat. En fait, les scientifiques, dans leurs articles, surveillent 9 critères. Il y a le climat, mais il y a aussi la couche d'ozone, les aérosols atmosphériques, la biodiversité qui s'effondre, la pollution des sols, il y a les cycles du phosphate et de l'azote qui sont complètement épuisés. Il y a ensuite une acidification de l'océan qui est carrément à la limite. Donc voilà, l'ensemble fait qu'on est dans une période assez catastrophique. Et en fait, ce qu'il y a de dingue, c'est qu'on a seulement 10 ans pour tout changer. Ceci semble indispensable, mais aussi impossible à la fois. Et en fait, dans la population, il y a quand même une dissonance cognitive. Les gens n'ont pas réalisé en fait l'ampleur de la métamorphose qu'il faut réaliser et la rapidité avec laquelle il faut la faire. En fait, Homo sapiens existe depuis 300 000 ans, et probablement qu'on rentre dans les 10 années les plus incroyables de notre histoire. C'est-à-dire on rentre dans les 10 années les plus difficiles à passer, mais aussi les plus stimulantes, les plus excitantes sur le plan intellectuel, puisqu'il va falloir qu'on passe la barre, et la barre est très très haute. Est-ce que c'est cela qui a déclenché en premier votre motivation pour vous présenter en tant que candidat? Et effectivement, en fait, c'est en raison de cette urgence qu'on se présente. En fait, c'est pas moi personnellement qui me présente. Depuis en fait 2 mois, avec tout un groupe de personnes, de professionnels de terrain, on a lancé cette initiative et le but c'était de se proposer comme candidat à la primaire populaire. On va en reparler, on va expliquer ce que c'est pour les élections présidentielles, mais c'est un collectif en fait. Et dans ce collectif, on a une spécificité, c'est il y a beaucoup de philosophes, de personnes en éthique médicale, d'animateurs de café philo, et donc ce qu'on veut, c'est articuler philosophie et politique. Je vais y revenir. Et dans ce groupe, donc, il y a des professionnels de terrain, des puéricultrices, des infirmières, des profs, des historiens, etc. Donc un groupe très hétérogène. Et donc, comme vous le savez, en 2022, les élections vont arriver, et il y a en réalité 2 scénarios probables. Soit le populisme avec le risque du fascisme, Marine Le Pen, soit la continuation à l'identique avec en fait le tragique. Parce que si on s'endort tous et qu'on repart à l'identique, en fait on va se prendre l'iceberg de façon tragique. Donc même la solution Macron est complètement tragique. À court terme, il va tenir la barque, mais à long terme, il va directement sur le récif. Donc effectivement, si cette initiative vous intéresse, c'est-à-dire qu'on va en reparler pendant l'émission, et bien vous allez sur le site de la primaire populaire, vous verrez, il y a un endroit où on peut mettre « Je parraine » et puis vous avez la possibilité de parrainer un candidat. Et là, vous pouvez mettre mon nom, Bruno Dalla Porta, et vous mettez Dalla Porta sans faute de frappe, D-A-2-L-A-P-O-R-T-A. Et justement, quelle est cette décision pour vous présenter sur la plateforme de la primaire populaire? Quelles sont ses spécificités? Donc justement, on va essayer de faire tout d'abord une réflexion avec la philosophie et ensuite une action beaucoup plus large. Donc avant de répondre, je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui, notre civilisation devient crépusculaire. Quand on écoute les médias, quand on voit tout ce qui se passe, on sent que tout se dérégule et qu'il y a des multicrises de tous les côtés. Et donc, en fait, notre spécificité, ça va être d'abord de réaliser qu'on est en train de changer de civilisation, qu'on est en train de changer de paradigme, et on va clarifier les enjeux. Et pour cela, on va faire une première étape de réflexion, on va dire, où on va interviewer des philosophes, des anthropologues, des sciences sociales, pour essayer d'avoir un autre récit, d'avoir un autre imaginaire et de comprendre plus en profondeur ce qui se passe.
Et donc, une fois qu'on aura fait cette vision, quand on aura stabilisé cette vision, et qu'on espère un peu différente, un peu plus créatrice, on va passer à la visée, c'est-à-dire à l'agir politique. Et là, pour cela, on va aller mobiliser le plus de personnes convaincues qu'il faut une autre manière d'être au monde. C'est-à-dire qu'on va prendre des personnes qui souvent sont très simples, très modestes, très humbles, qui font leur métier correctement, des soignants, des profs, des historiens, des gens dans les territoires, dans les communes, un peu partout en France, et pour voir si chacun peut mobiliser quelque chose pour participer à cette métamorphose qu'il nous faut réaliser. Macron a été élu avec 15% des voix. Il y a certainement 20 ou 30% des personnes de la population, des jeunes, des moins jeunes, qui sont prêts à changer de paradigme, c'est-à-dire à passer d'une civilisation du rendement et de la production d'objets à une civilisation où on prend soin de notre monde commun, de notre planète et de tous les vivants. Justement, votre originalité est d'être médecin. Alors, que peut apporter de nouveau un médecin à ce qui nous attend comme changement? Donc en fait, moi je ne suis pas un homme politique, je n'ai pas une connaissance précise des dossiers, je ne suis pas un technicien de la politique. Mais par contre, je pense qu'on peut amener à plusieurs une nouvelle boussole, on peut créer une nouvelle boussole, mais pour cela, il faut que ça soit une discussion à plusieurs. Donc moi, je me présente comme candidat, mais je suis juste là au service de la diversité. C'est-à-dire qu'on va mener des délibérations plurielles, mouvantes, diverses. Et l'idée, c'est que chaque personne amène son point de vue situé. Un avocat peut amener un point de vue situé, un agriculteur aussi. Le mien sera donc à partir des valeurs du soin, puisque je suis médecin. Et donc, mon idée, c'est que, de mon point de vue médical, c'est qu'en mai 2020, au début de l'épidémie Covid, lors du premier confinement, par un retournement inattendu, les valeurs du soin sont devenues les premières valeurs de la démocratie. Rappelez-vous, les soignants ont été applaudis tous les soirs, les médecins ont été consultés, et tous les métiers du care, tous les métiers du soin, mais dans un sens très élargi, c'est-à-dire les infirmières, les aides-soignantes, les médecins, mais aussi tous ceux qui prenaient soin du corps, les caissières, les éboueurs qui prenaient soin des déchets, tous ces métiers qui étaient habituellement invisibles sont devenus visibles. Et donc, ils ont reçu une reconnaissance sociale inédite. Et à cette occasion, il y a un an, j'ai écrit un livre qui s'intitule « Prendre soin du prochain, prendre soin du lointain », qui est sorti chez Bayard. Alors, je ne touche pas un seul centime, j'ai renoncé au droit d'auteur, c'était juste pour m'y mettre un peu avec tout le monde. Et donc, dans ce livre, je montre qu'en fait, en médecine, il y a un rouleau compresseur néolibéral qui arrive, les effectifs sont diminués, les rendements sont augmentés, mais en fait les soignants sont de véritables combattants. En fait les soignants sont de véritables militants de la démocratie, et sans le savoir, en défendant les valeurs du soin, ils défendent quelque chose de très fort. Et en réalité, le soin les valeurs du soin, comme je le disais, sont des valeurs de la démocratie, pas assez visibles, mais si on les thématise philosophiquement, si on les théorise, en fait, ce sont également des valeurs écologique, c'est-à-dire que le soin que l'on porte au corps malade peut être élargi à la terre malade. C'est très intéressant, mais est-ce que vous pouvez me dire un peu plus sur les valeurs du soin? Voilà, donc en fait, ce que je veux dire, c'est que donc le soin que l'on porte au corps a quelque chose à nous dire du soin qu'il faudrait porter à la terre malade. Par exemple, la responsabilité que l'on a en médecine à l'égard d'une personne vulnérable a quelque chose à nous dire de la responsabilité qu'il faudrait avoir à l'égard de la vulnérabilité des écosystèmes, à l'égard de la vulnérabilité du vivant. Le soin, c'est une vérité de la présence, c'est une disponibilité, c'est un prendre soin qui, là encore, peut être élargi du corps à notre monde commun. Et puis le soin, c'est une hospitalité également. D'ailleurs, les mots hôpital et hospitalité ont une origine commune. Donc c'est une hospitalité, c'est un accueil, c'est une circulation de dons et contre-dons entre soignants et soignés. La Terre aussi est hospitalière envers nous. Elle nous offre de l'oxygène, des nutriments, la beauté du monde. Et donc, en fait, si on théorise l'hospitalité qu'il y a dans le soin, on s'aperçoit que cette hospitalité réciproque, on peut également l'élargir plutôt, des soignants aux soignés, aux humains et non humains, c'est-à-dire aux humains et à la Terre. Et puis enfin, soigner, c'est quand même rendre le monde habitable pour autrui lorsqu'il est vulnérable. Et là encore, le soin peut nous enseigner sur qu'est-ce
qu'habiter la Terre, qu'est-ce que l'habitabilité commune qu'il faut inventer, qu'est-ce que cette habitabilité commune qu'il faut instaurer entre humains et non humains. Voilà, donc en fait, ce que je veux dire, c'est que les valeurs du soin nous montrent que la responsabilité que l'on a à l'égard du visage peut être élargie au paysage. En quoi consiste cette dénomination de votre collectif qui sont les artisans de l'impossible? Alors, en fait, ça peut paraître paradoxal d'appeler le collectif les artisans de l'impossible, parce qu'impossible, ça veut dire donc que c'est pas possible et qu'on arrête. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, il faut virer de bord complètement, très rapidement, et qu'en fait, il faut réaliser quelque chose d'assez impossible, finalement, d'assez improbable. Et finalement, l'idée, c'est que si chacun vraiment s'empare de quelque chose et réouvre des possibles, si chacun ose quelque chose, en fait, en réouvrant des possibles, alors l'impossible est possible. Et puis, l'autre idée, c'est que c'est justement parce que c'est impossible qu'il faut le faire. Soit on attend lentement, on fait une transition douce et on est sûr de se prendre un choc en 2050 énorme, parce qu'en 2050, il fera très chaud, 200 millions de personnes vont débarquer ici, et en fait, ça sera la guerre. Les gens ne se rendent pas compte, c'est 2050, c'est la guerre. Donc si on veut anticiper, il faut quand même commencer maintenant, et il faut commencer sans savoir vraiment où on va, en imaginant au fur et à mesure. Et autre idée par rapport au possible et à l'impossible, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, l'économie, le capitalisme, la technique, c'est une loi des possibles, c'est une loi de la réalité, c'est un ordre établi qui avance comme une chaîne linéaire. Et en fait, si on est réaliste, d'ailleurs les hommes politiques sont réalistes, si on est réaliste, en fait, on va faire ce qui est possible, mais pas plus que ce qui est possible. C'est-à-dire que l'homme politique, il fera ce qui est possible. Or, aujourd'hui, si on veut vraiment prendre ça au sérieux, il faut faire l'impossible. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un mouvement qui vienne nommer la possibilité de l'impossible pour amener toutes les personnes qui réouvrent des possibles au-delà de l'impossible. Donc en fait, je pense que l'articulation entre le possible et l'impossible est une articulation qui demande de l'imagination, qui demande de prendre des risques, de partir en chemin. Et d'ailleurs, moi, je me présente, je ne suis absolument pas capable d'être président de la République, ni d'être homme politique, mais je me présente parce que justement, il faut que tout le monde prenne à sa charge quelque chose d'impossible. C'est-à-dire que j'y vais, je vais peut-être faire des erreurs, je vais trébucher, on va imaginer, il y aura des rencontres, on va peut-être créer une petite rivière, mais cette rivière fera un fleuve. Et donc, voilà, c'est quelque chose de l'ordre de l'exposition au réel, avec l'espoir que les choses seront possibles. Et il faut savoir que plutôt que de se sentir impuissant, désabusé, désenchanté, c'est beaucoup plus agréable de réaliser des choses, d'avoir des rencontres et de faire ça. Et je pense à une dernière chose, Lacan disait, dans une cure, on est dans une impuissance au démarrage. L'idée, le but d'une cure, c'est d'élever l'impuissance en impossible. Voilà, donc le mouvement, c'est un peu ça, essayer d'élever l'impuissance de tout le monde en impossible. Oui, est-ce que cette décision d'entrer en politique, d'être candidat, est-ce que c'est aussi parce que vous voulez créer véritablement un mouvement de base des citoyens? Il y a un site qui s'appelle la Primaire Populaire, allez le voir, c'est quand même intéressant. Ce sont des personnes jeunes qui ont créé ça, ils sont modestes, ils sont dynamiques, et ils sont très professionnels. Et donc, ils ont décidé que finalement, il ne fallait plus que ce soit les partis politiques qui nous volent les élections présidentielles, il ne fallait plus que le match soit Le Pen-Macron en 2022 au second tour. Et ils ont proposé une plateforme où des candidats professionnels peuvent se présenter, tous ceux qu'on connaît, mais également des personnes de la société civile. Donc nous, on a créé un mouvement, moi je représente le mouvement, mais je me mets au service d'une délibération collective, et en fait je trouve ça très intéressant parce qu'il y aura probablement d'autres candidats de la société civile qui vont arriver, et puis tout ça, on verra ce que ça donnera un peu plus tard. En tant que médecin, que pensez-vous de la gestion de la crise sanitaire? Alors, tout d'abord, il faut s'entendre sur les termes. On parle de crise sanitaire comme si c'était une catastrophe naturelle. Et en fait, je pense que ce n'est pas une catastrophe, je pense que c'est du tragique. Alors, je vais vous expliquer mon lexique et mon jargon pour qu'on se comprenne. Une catastrophe naturelle, pour moi, c'est lorsque la nature fait quelque chose à l'homme. Par exemple, la peste et le choléra étaient des catastrophes naturelles. Une avalanche, un tsunami, c'est une catastrophe naturelle. Le tragique, pour moi, c'est très différent. C'est lorsque l'homme fait quelque chose à l'homme. C'est lorsque l'homme, du fait d'une vision durcie, d'une vision totalitaire, fait quelque chose à l'homme. Par exemple, au XXe siècle, il y a eu du tragique. Le nazisme a été du tragique, car au nom du plus grand bien de la restauration de l'identité allemande,
identité humiliée, est arrivé le plus grand mal. Et donc là, il y avait une vision durcie, unique. Le communisme aussi était du tragique, parce qu'au nom du plus grand bien du communisme, de l'égalité, sont survenus des dérives et des dangers. Et finalement, je dirais que le tragique, c'est ça, c'est quand, au nom du plus grand bien, arrive le plus grand mal. Et comme vous savez, la modernité, on peut dire qu'elle a commencé avec le siècle des Lumières. On s'est mis à avoir une pensée qui maîtrise, une pensée qui calcule, une raison calculante, qui s'est étendue dans tous les domaines. Ça nous a amené beaucoup de progrès, ça il faut le reconnaître, mais aujourd'hui on arrive en bout de course. La civilisation devient crépusculaire parce que cette vision basée sur la rationalité calculante est en fait totalitaire, elle envahit tous les champs. Et en fait, cette vision est en train d'amener le plus grand mal aussi. C'est-à-dire que le progrès, au nom du plus grand bien, est en train de faire apparaître le plus grand mal. Et on le voit partout, hein, tout se dérégule, les indicateurs sont très mauvais, et puis surtout, il y a une destructivité généralisée de la planète et de la Terre qui est très inquiétante. Et donc, au XXe siècle, on a eu Hiroshima et l'écran de la mort, et là, aujourd'hui, on a maintenant le biocide généralisé. Et donc la question qui se pose, c'est quelle est la nature du Covid? Eh bien en fait, ce n'est pas une catastrophe, c'est du tragique, parce que le Covid, c'est également une maîtrise des zones agricoles, avec des agricultures intensives qui détruisent les habitats sauvages. Les animaux sauvages se retrouvent proches des animaux domestiques, les virus passent, et puis ensuite avec la mondialisation, les virus se disséminent. Donc en fait, le Covid, c'est un marqueur de plus du tragique, c'est un voyant rouge qui s'allume en plus. Et d'ailleurs, si vous lisez la littérature, les zoonoses, les maladies d'origine animale, sont en train d'augmenter depuis 20 ans et elles vont continuer à augmenter. Et donc face à cette Covid, on a réagi comme si c'était une catastrophe naturelle. C'est-à-dire qu'on a pensé que par la raison calculante, les masques, les passes sanitaires, les trucs, les vaccins, tout est embouteillé là-dedans. Et ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'en faisant ça, en fait, on est plus dans notre symptôme que dans une démarche innovante. En fait, on est dans le symptôme de notre civilisation crépusculaire. C'est-à-dire que, et donc, si on réagit par notre symptôme, si on ne pense qu'à ça, qu'au vaccin, etc., sans penser aux présupposés philosophiques de ce qui nous arrive, notamment à la destruction des habitats sauvages, etc., en fait, on ne fait que renforcer le tragique. C'est-à-dire que là, on va peut-être passer le cap, mais dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura d'autres tragiques qui vont arriver, des virus qui vont arriver d'autre part, du permafrost, etc. Donc, tout ça pour dire que cette crise sanitaire, à mon avis, c'était très important de prendre soin des gens et de riposter en mettant en place des protocoles, mais il aurait été essentiel de se poser la question philosophique, comment déjoue-t-on le tragique ? Parce qu'en fait, une catastrophe naturelle, ça se déjoue par de la science, mais le tragique, ça se déjoue par la philosophie. La science est incapable de répondre du tragique. Donc, ce qu'il aurait fallu faire, c'est d'un côté traiter les personnes, mais en même temps s'interroger sur la vérité du sens de ce qui nous arrive. Il aurait fallu articuler ce court terme des humains, qu'on voulait protéger, avec le long terme de notre habitat terrestre qui est en souffrance et qui nous envoie des signaux. Il aurait fallu en fait articuler les deux. Et finalement, le tragique, ça se déjoue comment? Le tragique, c'est une vision durcie, c'est une vision totalitaire. Et en fait, le tragique, ça se déjoue par la fragilisation. En fait, il faut rendre les choses vulnérables. Et d'ailleurs, le Covid, la seule bonne nouvelle du Covid, c'est qu'elle a fragilisé l'Occident. Ça, c'est une bonne nouvelle, même s'il y a quand même des grandes tristesses avec tout ce qui se passe. Et donc, il aurait fallu articuler une réflexion sur le court terme et le long terme, sur cette pensée qui calcule du fait de la science et cette pensée qui interroge les présupposés par la philosophie. Et en réalité, il aurait fallu se poser la question non pas de ce qui est possible ou pas possible en termes de vaccins et de gel, mais de ce qui est désirable, c'est-à-dire comment prendre soin de notre monde commun, comment faire en sorte que les virus ne réapparaissent pas dans 2 ans, 5 ans, etc. Voilà, donc en fait, pour moi, on a réagi de façon court-termiste, anthropocentrée, là où il fallait articuler de façon plus fragile une réflexion long-termiste et élargie au mieux. Vous voulez dire en quelque sorte qu'on n'a pas tenu compte de la biodiversité du non-humain, étant autant anthropocentré que nous le sommes. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, une catastrophe naturelle, on y riposte par de la science, mais le tragique, on n'y riposte pas par de la science. En fait, le tragique, il n'y a que la philosophie qui peut le déjouer. C'est-à-dire que le tragique, ça demande d'interroger les présupposés, les causes. Ça demande de se poser la question de quels sont les fondements de notre civilisation et lesquels devraient être acceptables. Et c'est pour cela que dans ce collectif, on va essayer d'interroger tout ça. C'est-à-dire savoir quel est le nouveau paradigme qui émerge. Il y a Gramsci qui a une très belle phrase, il dit la crise, c'est quand l'ancien monde n'arrive pas à mourir et que le nouveau monde n'arrive pas à naître.
Et en fait, là aujourd'hui, c'est exactement ça. Et donc, il va falloir qu'on réfléchisse avec tous ceux qui le veulent bien, des artistes, des philosophes, etc., sur quel est le monde qui arrive, quel est le monde qui est en train de naître, comment le soutenir et comment l'accompagner. Et pour cela, il faut une réflexion beaucoup plus fondée. Et d'ailleurs, Gramsci disait, c'est l'ancien monde qui n'arrive pas à mourir et le nouveau monde qui n'arrive pas à naître. Et dans ce clair-obscur, à la lisière, c'est là que surgissent les monstres. Et les monstres, ils pensaient au fascisme à l'époque. Et là, aujourd'hui, on voit aussi des monstres qui apparaissent. Bien sûr, bien sûr. En tant que candidat, vous devez avoir un programme. Lequel est le vôtre? Alors, donc, quel va être notre programme? Donc, imaginons que je sois président de la République. Bien sûr, l'hypothèse est de 1 sur 1 million, mais effectivement, on a quand même un programme. On a un programme politique que je vais vous donner. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a 3 crises. Une crise sanitaire, comme j'ai dit, une crise écologique, mais il y a aussi une crise démocratique. En fait, la démocratie est morte. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut changer les conditions de la discussion au plus haut niveau. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, en fait, est une institution qui produit des lois, mais c'est une institution de la modernité, c'est une institution de l'ancien monde. Elle produit des lois et ses principes, c'est le rendement, la production d'objets, la maximisation du profit, c'est anthropocentré. En fait, c'est une chambre du court terme. C'est une chambre du court terme. Or, aujourd'hui, il nous faut associer une chambre du long terme. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à passer de cet humanisme, de la toute-puissance, à un humanisme de la fragilité qui tienne compte du long terme, on n'y arrivera pas. Donc, au plus haut niveau, il faut articuler court terme et long terme. Et l'avantage de faire ça, c'est que ça fragilise. Parce qu'en fait, quand vous prenez des décisions au court terme, vous avez des lunettes pour hypermétrope pour voir près. C'est-à-dire que si on décide d'arrêter les avions et d'arrêter les voitures, il va falloir quand même, ça va poser des gros problèmes. Parce que toutes les hôtesses de l'air, il faudra les former pour leur faire changer de métier, etc. Donc en fait, les décisions du court terme ont une validité. Mais si on réfléchit au long terme, on a des principes antagonistes. C'est-à-dire qu'il y a une tension entre le court terme et le long terme qui est très fort. Parce que pour le long terme, il faut prendre d'autres lunettes qui sont des lunettes de myope. Et comme vous le savez, si vous mettez des lunettes de myope et d'hypermétrope en même temps, vous ne voyez plus rien. Donc l'avantage d'articuler court terme et long terme, c'est que ça fragilise. Et aujourd'hui, il faut fragiliser les choses. Parce que notre riposte, elle est trop durcie, elle est trop totalitaire. Il faut fragiliser les choses. Donc je pense qu'il faut, au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat, qui sont du court terme, ajouter une 3e chambre, qui est une chambre du long terme. Dans cette chambre, il faut qu'il y ait une clarification des enjeux par des personnes tirées au sort et par des experts pour clarifier les enjeux avant qu'une loi soit produite. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une clarification en amont. Ensuite, il faut que cette Assemblée de long terme puisse aussi avoir un droit de veto. Si par exemple une loi à l'Assemblée nationale est complètement incompatible avec les nouveaux-nés qui ne sont pas encore nés et qui arriveront dans 30 ans, il faut qu'elle puisse avoir recours au Conseil constitutionnel pour dire que ce n'est pas du tout compatible et que la loi soit rediscutée. Et de façon plus vaste, tous ces travaux en fait existent déjà. Par exemple, Dominique Bourg, la Fondation Hulot, Loïc Blondiot ont fait un gros travail depuis 5 ans, ou même plus, peut-être 10 ans, avec des juristes, des constitutionnalistes pour ça. Et je pense que, si on veut donc avoir l'intégralité des détails, il suffit de reprendre leurs travaux, hein, et puis il y en a d'autres qui l'ont fait également, mais l'idée, c'est vraiment d'amener cette chambre du long terme, sinon on ne peut pas s'en sortir. Quand on regarde ce qui est écrit là-dessus, en gros, notre démocratie est représentative, mais elle devient malade de la représentativité, les gens ne votent plus, parce qu'on a un président qui est très vertical, on a une Assemblée nationale qui n'est pas représentative, c'est surtout des blancs, hommes, bourgeois, hétérosexuels, c'est pas du tout représentatif. Ensuite, cette démocratie n'a pas assez de démocratie participative, il n'y a pas assez de participation dans les territoires, il n'y a pas assez de soutien des initiatives, il n'y a pas assez voilà, il manque quelque chose là-dedans. Et puis surtout, cette démocratie, elle est représentative, elle est participative, elle est contributive, mais il faut aussi qu'elle soit délibérative et philosophique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'interroge à la racine sur ce qu'on veut, parce que là on a un changement radical, donc il faut une métamorphose des consciences, et il faut qu'on comprenne vraiment fondamentalement
non pas ce qui est possible, parce qu'aujourd'hui l'Assemblée décide ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, il faut se poser la question à la racine de ce qui est désirable, ce qui est vraiment différent. Voilà. Donc pour finir encore 2-3 choses là-dessus, c'est que depuis le XVIIe siècle, XVIIIe siècle, on a fait beaucoup de progrès en sciences. Tous les objets techniques ont évolué, etc. Mais nos institutions sont vieilles. En fait, elles sont cuites. Elles viennent du contrat social, elles viennent de Rousseau. Il y a eu 2, 3, 4 républiques qui ont été changées, mais en fait, il faut une réflexion très innovante, aussi innovante que ce qu'on a avec les smartphones ou les ordinateurs sur les outils démocratiques pour gouverner. Donc, mon idée, c'est que toutes les crises sociales, économiques, écologiques, urbaines, etc., moi je ne suis pas compétent là-dedans, mais il faut impérativement qu'au plus haut lieu, la discussion soit changée. C'est ça qu'il faut faire d'abord. Et une fois que vous aurez 2 chambres changées, ça sera beaucoup plus simple. Donc l'idée, ça serait la suivante. Ça serait, on prend le pouvoir, mais pour partir. C'est-à-dire on prend le pouvoir, on fait un référendum pour savoir si les gens sont prêts à changer de civilisation. Ensuite, on crée un groupe de personnes, un peu comme dans la Convention citoyenne pour le climat. On prend des gens tirés au sort, on prend des juristes, des constitutionnalistes, on les fait bosser pendant 1 an. Pendant ce temps-là, on prend une personne compétente en politique, on en a plein, et elle tient le pays pendant 1 an. Et pendant 1 an, le président veille à ce qu'on réécrive une constitution dynamique, neuve et adaptée aux enjeux du prochain siècle. Une fois que c'est fait, un référendum, et on se barre, et on revote. Et on a, dans ce cas, un président. Et là, vous pouvez mettre le président que vous voulez. À partir du moment où les institutions articulent long terme et court terme, dans ce cas-là, ça pourra marcher. Mais c'est vraiment le prérequis indispensable. Donc pour moi, c'est ça la base la plus forte. Et d'ailleurs, en médecine, on le sait très bien, quand on a des dilemmes insurmontables, quand on a par exemple des problèmes d'acharnement thérapeutique, d'arrêt de traitement, on ne sait pas si ça va être un homicide, si vous menez une délibération mal foutue, vous aurez un résultat mal foutu. C'est-à-dire que les caractéristiques de la délibération se déplacent sur le résultat. Si vous faites une discussion juste, rationnelle, morale, vous aurez un résultat juste, rationnel, moral. Donc pour notre pays, c'est la même chose. Au plus haut niveau, si on veut pouvoir articuler court terme et le long terme, il faut que nos institutions soient repensées complètement différemment. C'est un problème philosophique de base. C'est pas du tout le plaisir de parler de la 6e République pour une énième fois. C'est simplement, c'est à la racine, ça ne peut pas en être autrement. Si vous avez des problèmes à la cantine avec vos voisins en famille, si vous discutez n'importe comment, vous aurez un résultat qui sera n'importe quoi. Il faut avoir une bonne manière de délibérer. Et donc, je pense que le cœur du problème est là. Donc, si on est candidat, on va s'appuyer sur les travaux de Dominique Bourg, de la Fondation Hulot, et notre seule mission, ça sera de faire ça. Et je suis un petit peu long, j'en finis. Au Chili, vous savez que ce miracle est arrivé. C'est-à-dire qu'ils ont eu des émeutes, Pinochet, le néolibéralisme. Ils ont fait un référendum, ils ont pris le pouvoir, ils sont en train de revoir toute la constitution pour les problèmes de féminisme, de peuple racine, etc. Et ensuite, après, ils repartiront sur de nouvelles donnes. Donc en fait, c'est un miracle qui paraît impossible encore, mais qui serait indispensable. Voilà, vous avez un message particulier, peut-être aussi philosophique et politique à faire? Une dernière chose, alors, parce qu'effectivement, on a pas mal parlé déjà. Je voudrais juste lire un texte d'Edgar Morin, qui vient d'avoir 100 ans, qui est une personne quand même très sympathique, sociologue, philosophe. Et donc, un texte qui est extrait de La Méthode, un de ses livres, « Une métamorphose est inconcevable à l'avance. Les grandes mutations sont invisibles et logiquement impossibles avant qu'elles n'apparaissent. Comme il l'a été dit plus haut, l'aile aurait semblé impossible aux reptiles, dont pourtant une partie de la progéniture est devenue oiseau. La bipédie aurait semblé impossible au quadrumane, notre ancêtre. Toute métamorphose paraît impossible avant qu'elle survienne. Cette constatation comporte un principe d'espérance. Actuellement, la planète est incapable de traiter ses problèmes vitaux et d'éviter ses périls mortels. La crise gigantesque qu'elle subit porte en elle tous les périls du désastre, mais aussi les chances de la métamorphose. C'est-à-dire que plus nous approchons d'une catastrophe, plus la métamorphose est possible. Alors, l'espoir peut venir du désespoir. Et comme le disait Hölderlin, là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. La métamorphose peut apparaître quand la solution est invisible, impossible au sein du système existant, et excède les moyens de sa logique. Quand il y a à la fois manque et excès. C'est alors que l'impossible est possible. Dernière phrase. Ce qui arrive dans la métamorphose, c'est l'éveil et l'action de puissances génératrices et régénératrices
qui deviennent des puissances créatrices. Voilà, donc c'était juste C'est pour lire ce... incroyablement bon et donne l'espoir, cette métamorphose qui se déclenche justement au moment des catastrophes ou périls dans lesquels nous sommes en quelque sorte. Et donc, juste un dernier commentaire. En fait, dans l'histoire de l'univers, il y a eu deux événements extrêmement incroyables et impossibles d'ailleurs. Ça a été l'apparition de la vie, il y a 3,5 milliards d'années, et puis l'apparition de l'esprit avec l'hominisation, il y a 3, 4, 5 millions d'années, 300 000 ans. Et là, je crois qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas réalisé l'événement qui arrive. En fait, ça va être l'apparition du sens. Ça va dire, est-ce qu'on va être capable de faire émerger le sens? Et en fait, cette crise n'est pas une crise, elle va nous questionner, et elle va questionner qu'est-ce que notre vocation humaine, qu'est-ce que profondément le sens de notre habitation sur la Terre, qu'est-ce que la sagesse d'une habitation sur la Terre, et qu'est-ce que prendre soin de notre monde commun d'une façon beaucoup plus signifiante que ce qu'on a fait. Donc effectivement, je pense que cet événement, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde, mais c'est surtout la naissance d'un nouveau monde, et c'est extrêmement jubilatoire et stimulant si on sait l'envisager sous cet angle-là. Je vous remercie. Merci à vous, Bruno Laporte, d'avoir fini sur la question du sens. Merci beaucoup.